fort. Venons-en au budget avec cette commission des finances qui devient commission d'enquête pour auditionner Bruno Le Maire aussi sur ce dérapage dont le premier président de la Cour des comptes était effrayé d'ailleurs dans sa première audition en commission des finances. Vous proposez un contre-budget avec toute une série de mesures. J'étais d'ailleurs étonné, étant donné votre passé de journaliste, Philippe Ballard, qui avait l'abattement des journalistes, l'abattement fiscal à la clé aussi. Il n'y en a plus. Hein? Non, mais ça dépend. Si, ça existe, pas pour vous peut-être, mais il y en a. Non, mais Philippe Ballard. Pour les débutants, c'est pas pour Monsieur Ballard, c'est pour les tout petits débutants. Non, mais Monsieur Ballard, de toute façon, gagne beaucoup trop d'argent déjà. Voilà, Philippe Ballard. Il faut rappeler effectivement, cette niche pour cet abattement pour les journalistes. Il faut savoir quand même que depuis 1998, elle est capée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé. De mémoire, c'est 7 650 €. Exactement. Bon, voilà. Et alors, c'est aussi capé. Il faut pas dépasser un certain niveau de revenu pour bénéficier de niveau de revenu pour en bénéficier. Mais 7 650 € depuis 1998, c'est-à-dire on n'a même pas tenu compte de l'inflation à terme, c'est de toute façon quelque chose qui disparaîtra tout simplement. Mais il n'y a pas que cette ligne budgétaire, parce que je vois, vous l'avez repéré, j'ai le document sous les yeux qui fait 5 pages, c'est juste une ligne. Hein. Mais encore, de mémoire, c'est quelques centaines quelques millions d'euros. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Quel est le principe du contre-budget ? C'est aussi une façon de dire à chaque problème une solution ? Oui, c'est rendre du pouvoir d'achat aux Français, c'est défendre les entrepreneurs, c'est lutter contre les rentes et la spéculation, et c'est tout simplement dégraisser l'État. Ce que ne fait pas le budget présenté par Monsieur Barnier, alors qu'il nous avait dit à la tribune de l'Assemblée lors du discours de politique générale, c'est un budget de rupture. En fait, non, c'est un budget de continuité, c'est un budget macroniste, et en plus il a un peu roulé tout le monde dans la farine en nous disant que ça serait un tiers de fiscalité, 2 tiers d'économie. En fait, même le Haut Conseil des finances publiques a remarqué que c'était pas du tout ça, que c'était 30% de défense et 62 sur les dépenses et 70% de fiscalité. Olivier d'Artigol. Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Quelle est votre proposition pour lutter contre la smicardisation du salariat français ? On n'a jamais eu autant de salariés au niveau du SMIC, presque 17%, avec ces trappes à bas salaire. Mais vous ne revenez pas sur les exonérations de cotisations sociales patronales. Donc comment vous prenez ces questions-là ? Alors, je vais vous faire une réponse en 2 temps. D'une part, moi, j'étais dans ma circonscription ce week-end, et dans l'Oise, et les entrepreneurs, mais évidemment, ce ne sont pas des multinationales, mais des artisans qui ont 1-2 salariés, des commerçants qui ont 1-2 salariés payés au SMIC. Là, ils m'ont tous dit, moi, si on revient sur ces allègements de charges à ce niveau, au niveau du SMIC, moi, c'est fini. Je suis obligé de les licencier. Alors, effectivement, vous avez entièrement raison. Il y a un problème, une trappe à bas salaire, comme l'on dit. Moi, je vous renvoie à la proposition que Marine Le Pen avait fait en 2022 lors de la présidentielle et qui est toujours d'actualité, augmenter de 10% pendant 5 ans, sans charge patronale, les salaires jusqu'à 3 SMIC. C'est-à-dire, en gros, 4 500 € brut. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un effet de plafonnement, parce qu'il y a cette trappe à bas salaire qui est un réel problème. Est-ce que vous attendez 10% de salaire sans charge patronale pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous attendez de l'audition de Bruno Le Maire sur ce dérapage ? Je pense que là, nous députés comme vous, journalistes, vous allez suivre ça de très très près, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui a, alors, là c'est le point d'interrogation, retenu des informations. Certains ont peut-être pas voulu prendre des décisions parce qu'il y avait les élections européennes, et puis ensuite il y a eu, cerise sur le gâteau, les législatives. Donc on a mis la poussière sous le tapis sciemment, Philippe Ballard ? Je sais pas qui a mis plus de poussière sous le tapis que l'autre. Est-ce que on va pas faire de procès d'intention? Il y a une commission d'enquête parlementaire qui est mise en place pour 6 mois, qui va commencer, je crois, fin novembre. On va auditionner, mais visiblement pour avoir, c'est même plus un dérapage, là, c'est une sortie de route. Il y a sûrement l'aspect technique. Est-ce que les modèles économiques sont toujours adaptés? C'est une première question. Et puis il y a les informations qui remontaient jusqu'au ministre de l'économie. Vous vous souvenez qu'en février déjà, Bruno Le Maire avait annoncé 10 milliards d'économies de dépenses parce qu'il voyait les comptes déraper. Ensuite, c'est 60 milliards.
Donc qu'est-ce qui s'est passé entre ces premières alertes et puis la situation actuelle? C'est la question et nous y reviendrons sans doute, vous avez raison, on ne va pas faire de procès d'intention avant qu'on ait les auditions. 19h26, merci beaucoup Philippe Ballard d'avoir été en direct sur Europe 1 dans un instant, le journal permanent et on commente l'actualité avec Catherine Ney et Olivier D'Artigol. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Olivier D'Artigol et Catherine Ney. On poursuit la discussion sur ce budget et sur cette audition de Bruno Le Maire qui est très attendue, Catherine. Oui, parce qu'on se demande comment en est-on arrivé là, quoi. Mais je crois que si on regarde un peu, tout le monde, enfin il est sûrement, comme il était le chef de Bercy, il est responsable, mais beaucoup de ministres l'ont dit, souvent en Conseil des ministres, il disait attention, il faut... Enfin, il disait ses craintes. Il alertait. Il alertait le président et les premiers ministres, que ce soit Madame Borne ou Gabriel Attal après, qui lui disaient qu'il ne fallait pas, enfin je veux dire, qui ont plutôt minimiser, n'ont pas cru. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses comme par exemple des rentrées fiscales qui étaient prévues par les exégètes ou plutôt ceux qui à Bercy font des prévisions. Ce qu'on appelle les technos. Les technos, ils se sont trompés, on ne sait pas pourquoi. En tous les cas, les rentrées ont été beaucoup moins. Notamment sur l'impôt sur les sociétés, oui, je crois. Et puis si on regarde, tout le monde a été, par exemple, le point d'indice des fonctionnaires. Entre 2022 et 2023, Guérini a augmenté 2 fois, ça fait plus 5%. Mais sur la masse salariale de la fonction publique, ça fait beaucoup. C'est-à-dire que le ministre lui-même, et le ministre l'avait pas vu, il l'a appris quand c'était annoncé. Oui. Donc chacun y est allé de la dépense, et puis c'était comme ça, et puis ça va vite. Hein, la dépense, je crois qu'il n'y a pas eu vous savez, Bruno Le Maire a écrit un livre dont j'ai oublié le titre, mais il disait ça serait sa politique si jamais il était... Et là, on voyait que sur les dépenses, enfin, il alertait et il disait des choses pour que ce soit lu. Ça avait agacé le président qui n'aime pas qu'on écrive autant de livres. Oui. Bon, je suis pas sûre que ça a été un best-seller, ce livre, mais c'était pour montrer aussi... Il avait fait une remarque aussi là-dessus. Il avait fait une remarque, et en tout cas, ce qu'il voulait, c'est montrer qu'il est... C'est dans la voix française, chez Gallimard. Voilà, c'est ça, exactement. Vous avez... Bon. Et donc, il n'a pas été écouté, et voilà, lui maintenant il est prêt à témoigner, mais c'est, je crois, une responsabilité générale. Et puis il y avait aussi que le président, dès qu'il sortait, faisait une sortie, il y avait toujours un carnet de chèques. Et vous savez, à chaque fois, c'est des choses qui se rajoutent. Je comprends bien, c'est le crime de l'Orient Express. C'est tout le monde est allé de son coup de couteau, quoi. Oui, mais parce que la dépense. Tout le monde est allé de son tas de poussière qu'il a mis sous le tapis. Parce que depuis 40 ans, tous les gouvernements se shootent à la dépense et les Français n'attendent que ça. Alors. Et puis pas de budget à l'équilibre depuis 1975 en France. L'insincérité des budgets ne date pas du dernier exercice. D'ailleurs, les budgets rectificatifs sont souvent là pour rectifier la trajectoire. Là où il y a un vrai sujet politique, c'est de savoir, et à charge pour la commission d'enquête de faire d'essayer de dégager la vérité sur ce sujet-là, c'est la dimension politique. Est-ce que le chef de Bercy, en poste depuis 2017, avait, grâce à l'alerte de ses services automne 2023, véritablement alerté le président jusqu'à lui dire nous ne passons pas si nous n'allons pas vers des rectifications et notamment un budget rectificatif, et en quoi la séquence politique des européennes et législatives a pu amener le président Macron à dire non, nous verrons ça plus tard, mais ça n'est pas le moment. Les européennes plus les Jeux Olympiques. Bien voilà, sûr. Fallait absolument. Ce qui sera intéressant de voir, c'est le contenu, le fond de l'intervention de Bruno Le Maire devant les commissaires, devant la commission d'enquête, et la forme. Est-ce qu'il vient avec un esprit, j'ai envie de dire, si ce n'est de règlement de compte, tout au moins de dire sa part de vérité? Écoutons Charles de Courson, il est rapporteur général du budget, lors d'une conférence avec l'association des journalistes parlementaires. Charles de Courson qui reste très, très sceptique quant à la réussite du PLF, le projet de loi de finances de 2025. Il faut réduire le déficit. La question, c'est à quel rythme et comment? En fixant un objectif de 60 milliards, c'est trop. Je pense que les efforts demandés ne sont pas assez étalés dans le temps. D'ailleurs, l'Union européenne nous demande un minimum de 0,5 points de PIB. 0,5 points de PIB, c'est grosso modo, c'est 15 milliards. Donc je pense que quelque chose de raisonnable aurait été probablement quelque part entre 35 et 40.
Mais 60, c'est énorme, c'est 2 points de PIB. Et là, on a un vrai débat avec le gouvernement sur l'effet récessif de l'ensemble de ces mesures. Car le gouvernement a retenu une hypothèse de croissance en volume du PIB de 1,1. Mais il n'a pas réajusté sa proposition de croissance, il n'a pas tenu compte de l'effet récessif. Donc moi, ce que je crains beaucoup, c'est que les estimations de recettes, notamment fiscales, ne soient pas du tout à la hauteur. Catherine, il a raison, Charles. Il a raison, mais vous voyez bien qu'on est dans un cas totalement inédit. Le Premier ministre, il arrive, il l'a dit, comment bâtir un budget en 15 jours pour essayer de réduire les dépenses. Mais ça ne peut pas se décider comme ça, on raye. C'est un travail de longue haleine. Il faut regarder secteur par secteur, travailler, mais là, il n'avait pas le temps. Donc, il a sorti 60 milliards. Je pense que là, il y tient, c'est un peu la quille du bateau. Il veut pas du tout. Enfin, il est prêt à discuter, à apporter des amendements, et si on lui apporte des dépenses qui peuvent lui agréer, il pourrait les retenir. Je n'en sais rien sur la fiscalité. Enfin, il va y avoir de la discussion parce qu'il est ouvert à la discussion. Et après, moi, je doute, compte tenu de la composition de l'Assemblée, que même l'Assemblée arrive à voter le budget. Donc, on voit le scénario possible, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur le Sénat, qui le soutient, dont il est sûr du soutien. Après, il y aura une commission paritaire, et puis ça va se terminer par le 49.3. Mais il y aura un budget. Alors, est-ce qu'il sera bon ? Et il n'y aura que des mécontents, d'ailleurs. Agnès Pannier-Runacher était sur LCI ce matin. Elle est aujourd'hui ministre de la Transition écologique, mais avant, elle était à Bercy. Alors, elle fait partie aussi de tous ceux qu'on pointe du doigt en disant « c'est de votre faute ». Voilà ce qu'elle en pense de l'état des finances de la France. Ce que je sais, c'est que on a par exemple un écart très important entre la prévision de recettes et les recettes qui sont effectivement rentrées. C'est-à-dire, c'est pas 3 milliards d'euros, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et je sais pas si c'est la faute de quelqu'un en particulier. Mais ça, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on a des difficultés à faire des prévisions budgétaires précises. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir ce qui a dérapé, où et comment, et d'adapter ensuite notre maquette budgétaire pour faire en sorte que ça n'arrive pas à nouveau. Et moi, je suis très à l'aise avec ça. C'est ce qu'on fait dans les entreprises. C'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on gère bien son budget à la maison aussi. Olivier d'Artigol. Il y a un sujet sur la prévision de recettes, mais ce critère ne peut à lui seul expliquer ce qui est davantage qu'un simple dérapage budgétaire. Attention à Charles de Courson, parce qu'il conjugue 2 qualités. D'abord, une qualité politique. C'est un parlementaire et une expertise budgétaire qui est reconnue sur l'ensemble des bancs. Et ça devient beaucoup plus, c'est un gros caillou dans la chaussure présidentielle, parce qu'à la fin de l'envoi, il touche. Quasiment systématiquement. Oui. Donc, et il est rapporteur du budget, normalement. Et il dit les choses véritablement parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière. Oui. Et puis, cette filouterie, il est rapporteur du budget, poste qui revient normalement à la majorité, mais il a eu une réponse formidable, géniale. Mais il n'y a pas de majorité. Mais ça, c'est vrai. Et donc, on se retrouve avec un rapporteur du budget qui va véritablement faire une menée de bataille, parce que ça n'est une cinglante vis-à-vis de ce qui s'est passé dans notre pays sur le budget de l'année passée. 19h40, Catherine, pardon, un dernier mot. Non, mais c'est quand même un cas inédit où le président de la Commission des Finances, le rapporteur, sont des gens qui sont dans l'opposition, mais c'est vrai que comme il n'y a pas de majorité, et moi je dirais même que les macronistes sont d'une certaine manière dans l'opposition aussi, et les LR aussi. Donc je veux dire, là, vous voyez... C'est un paysage... Non, mais c'est des questions qu'on pourrait poser pratiquement à chacun de nos invités. Est-ce que vous êtes dans la majorité ou dans l'opposition? En attendant, il y a 3 couloirs de nage et 3 blocs pratiquement identiques, et donc on sait plus où on habite. En tout cas, Pascal Praud, lui, il sait où il habite, parce qu'il habite à 2 endroits, de 9h à 9h30 sur Europe 1. D'abord, premier rendez-vous en codiffusion avec CNews, c'est l'heure des pros, et puis derrière, 11h, 13h, Pascal Praud et vous, avec un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour participer à l'émission, 01 80 20 39 21. Tout de suite sur